Bonjour Sonia Terrab, nous sommes ravis de vous accueillir sur lipfly.com. Vous inaugurez la nouvelle émission Allo, c'est Lipfly et nous allons parler de votre livre qui vient de sortir au Maroc et qui s'appelle La Révolution n'a pas eu lieu. Ma première question pour les auditeurs français qui n'auraient pas entendu parler du 20 février, c'est peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte dans lequel vous avez écrit ce livre? Bien sûr, donc d'abord bonjour Aurélie et merci de m'avoir invité, de me faire inaugurer cette émission. Donc par rapport au 20 février, c'était il y a 4 ans, en 2011, pendant le printemps arabe. Et donc pendant la chute de Ben Ali en Tunisie et à l'approche de la chute de Moubarak en Égypte. Donc au Maroc aussi, on a eu un mouvement contestataire qui s'est inscrit dans la lignée de ces mouvements arabes, de ce printemps arabe, qui s'appelait le 20 février, parce que la première marche a eu lieu le 20 février. Et mon bouquin revient justement sur cette époque-là, donc il commence avec la manif du 20 mars, c'est-à-dire un mois après, et juste après l'annonce du roi comme quoi il allait réformer la Constitution, donc une époque un peu particulière, et il se déroule sur 5 mois, c'est-à-dire le début c'est le 20 mars jusqu'au oui à la Constitution, parce que le roi dans son discours avant cette manifestation avec laquelle je commence le roman, le roi dans son discours avait annoncé vouloir réformer la Constitution et a donné quelques mois pour que ça soit fait, donc il a nommé une commission pour ça et tout. Et donc le bouquin finit avec le référendum, parce qu'une fois que la Constitution a été réformée, elle a été soumise à un référendum, et une majorité de oui à ce référendum, c'est-à-dire quand je dis une majorité, je peux dire une totalité de oui. Il y avait, je pense, 97%, un peu plus, qui ont dit oui. Et donc voilà, donc ce mouvement-là du 20 février a brièvement brillé, si on veut. Il a eu son importance à son époque. Aujourd'hui, il en reste très peu de traces, mais on en garde quand même des belles choses. On y a cru, on a marché dans la rue, on a milité, on a dit des choses qu'on n'aurait jamais cru pouvoir dire. Et voilà, ce roman raconte un peu, enfin, prend comme décor cette période-là, parce que le 20 février est un décor, et met en scène des personnages qui essayent de se trouver, de s'aimer, de se chercher dans ce Maroc-là. Donc c'est une fiction et parmi justement ces personnages, il y en a deux, il y a Meya et Ilyas qui vivent dans une société qui est très hypocrite et tous les deux ont une manière de chercher un chemin d'émancipation de manière assez différente, mais qui cependant les fait se rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces deux personnages? Alors, Ilyas et Meya sont mes personnages principaux. Ilyas rentre de Paris où il est étudiant en sciences politiques, il a 27 ans et pour la première fois de sa vie, il est fier d'être arabe. Donc, il s'ennuie un peu, il appartient à la bourgeoisie et du coup, voilà, il se cherche une raison de vivre quelque part, comme la plupart des jeunes, et il est emporté par cette espèce de vague qui a emporté tout le monde arabe et d'idéalisme. Et Ilyes, c'est vraiment quelqu'un de très concentré sur les idées. C'est un idéaliste, un intellectuel, c'est-à-dire qui intellectualise tout, qui remet tout en question, qui a besoin de mettre des mots sur tout. Meya est son contraire. Meya a 20 ans. Elle est sauvage, elle est tourmentée, elle est extravagante d'une certaine manière, elle est très très en colère aussi. Et Meya se révolte sans avoir besoin de le penser, c'est-à-dire elle se révolte instinctivement. Elle a quitté la maison familiale, elle a rompu les rapports avec son père, elle tolère à peine son frère. Elle essaye d'être autonome et de se prendre en charge. Après, la manière dont elle se prend en charge est questionnable parce qu'elle se prostitue pour ça.
Elle se prostitue entre amis, c'est-à-dire avec des gens toujours de son cercle, parce qu'elle appartient aussi à la bourgeoisie, mais une bourgeoisie ruinée, puisque son père est ruiné. Et donc, quelque part, Meia aussi représente cette révolte, mais pas une révolte carrée, explicite qu'on peut mettre dans la case du 20 février ou des choses comme ça. C'est une révolte humaine, c'est une jeunesse à part entière. Et ces deux personnages se confrontent, s'affrontent, ils s'aiment vraiment très fort tous les deux. Et surtout par lâcheté, parce que finalement, ce dont je parle, ou ce dont j'avais envie de parler, c'était cette incapacité de se révolter individuellement avant même de pouvoir se révolter collectivement. Et qu'on est tous limités par la société, par nos peurs, nos angoisses, mais aussi par le monde qui avance très vite. Et par notre lâcheté, parce que on a vraiment une lâcheté d'être, une lâcheté parfois amoureuse, parfois politique, mais elle est là en nous et elle nous empêche de faire pas mal de choses. En fait, pour Meia, l'intime passe, le politique passe avant tout par l'intime. On peut dire ça? Voilà, elle s'inscrit clairement dans cette idée que dans la vie tout est politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de politique pour justement se révolter ou remettre en question des fondamentaux certainement de la société. Mais par contre, Meia, contrairement à Ilyes, le fait sans rien attendre. Elle le fait parce que quelque part, elle a tout perdu ou elle a tout à gagner. Elle a 20 ans, et quand on a 20 ans, d'ailleurs, j'ouvre le livre par cette phrase de Nizan qui dit « J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie ». Donc, mais il y a quelque part dans cette jeunesse, parce que qu'est-ce qu'on garde d'elle? On garde d'elle qu'elle est jeune, qu'elle est complètement paumée d'une certaine manière, c'est-à-dire elle se cherche, elle fait beaucoup d'expériences, elle se pose pas de questions, elle avance. Je ne sais pas, mais il y a dans 10 ans qu'est-ce qu'elle deviendra, ou dans 20 ans peut-être qu'elle se rangera, peut-être qu'elle deviendra plus politisée d'une certaine manière ou encore moins d'une autre. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est cette espèce de jeunesse, de tête brûlée, parce que c'est une tête brûlée qui écrase tout sur son passage, qui a énormément de courage, mais aussi énormément de haine, et qui est dans une souffrance assez incroyable, mais au moins une souffrance affirmée, assumée, et qui finalement fait la différence avec Ilyes, qui est dans une souffrance un peu plus maladive, un peu plus complexée, un peu plus jeune homme de bonne famille qui cherche son chemin et malheureusement qu'on peut accuser d'opportunisme parce que là c'est la révolution, le 20 février, il essaie de briller. Donc chacun à sa manière est questionnable. En même temps, j'ai tendance à croire que Meia va très bien s'en sortir puisqu'elle vole les livres d'Ilyes. Oui. Ben, elle veut s'en sortir peut-être, oui. De toute façon, Meia, elle dit tout ce que je n'ai pas, je le vole. Le seul qu'elle n'arrive pas à voler, c'est un des personnages aussi avec qui elle entretient une relation très intime qui est Assad et qui aussi à sa manière est paumé et révolté, mais complètement dans sa bulle et au-dessus de la masse. Mais il y a bien sûr, elle a envie d'en savoir plus, elle a envie d'être actrice, elle a envie de jouer dans ce film où finalement elle va pas jouer. Bien sûr, elle a des choses, mais elle ne les dit pas, elle ne les avoue pas, elle reste dans le conflit perpétuel. Meia, c'est vraiment le personnage à confrontation qui aime les confrontations, qui n'a pas peur du conflit, qui va très fort et qui repousse les limites. Et je pense que quand on a cet âge-là, 20 ans, et qu'on repousse les limites et qu'on est dans l'autodestruction, c'est pas quelque chose que l'on pense vraiment, c'est quelque chose que l'on fait qui est complètement instinctif, c'est la beauté de la jeunesse aussi, et qui fait que Meia, à cet âge-là, repousse toutes les limites, ne se pose aucune question, elle y va franco, elle éclate tout sur son passage, et je peux absolument rien dire sur comment elle en sortira. Toujours en ce qui concerne les livres, donc vous parliez de Nizan, il y a il y a des références à Éluard, à Céline également, si je me souviens bien, dans votre livre. Et puis ça, c'est mélangé à une langue qui a parfois beaucoup d'instantanéité. Enfin voilà, vos personnages tweetent, enfin vos personnages sont finalement juste contemporains. Quel rapport vous entretenez avec les nouvelles technologies, ou plus exactement, quel rapport entretient votre écriture avec les nouvelles technologies? Quel rapport entretient votre écriture avec les nouvelles technologies? Ouais.
Alors, au fait, il y avait le premier roman qui s'appelle Chama Blanca, parce que celui-là est Ouais, mon deuxième roman. Le Chama Blanca est sorti il y a 4 ans. Et c'était Facebook. Alors, chaque chapitre, ah ben voilà, tu as Chama Blanca, super. Donc, dans Chama Blanca, chaque chapitre est ouvert par un statut Facebook. Là, c'est différent. Là, c'est Twitter, parce que déjà, pendant le 20 février, moi, j'habitais à Paris et je suivais ce qui se passait au Maroc à travers Twitter. Donc, Twitter était un élément, un outil fondamental à notre à notre communication, à notre survie, si je peux dire, et surtout que c'est surtout ces réseaux sociaux aussi qui ont permis la révolution. Et ça, on ne le dira jamais assez. C'est cette espèce d'espace de liberté énorme et incontrôlé qui a fait que justement, on a pu s'ouvrir, on a pu dire des choses, on a pu partager. Et donc Twitter, j'ai choisi Twitter parce qu'effectivement, il était un élément important de la révolution, mais cette fois-ci, je l'ai inscrit dans le roman. C'est-à-dire, comme Ilias mange, comme Ilias boit, comme Ilias se drogue, ben, il tweet aussi. Ça fait partie de la vie. C'est quelque chose, ces nouveaux moyens de communication aujourd'hui font tellement partie de nous que c'est un langage. Donc, comme on parle, comme on écrit, ben, on tweet, on poste une photo ou on écrit un statut. Donc, pour moi, cette manière d'écrire, c'est surtout rester fidèle au visuel. Parce que quand j'écris de manière très visuelle, je ne le fais pas exprès, je vois tout ce qui se passe. Quand j'écris mes dialogues, je les entends parler dans ma tête. Donc, quelque part, je ne fais que relater ce que j'entends et ce que je vois dans ma tête. D'où cette écriture vraiment très, très visuelle. Et à chaque fois, vraiment, chaque scène, presque comme un film, c'est-à-dire chaque passage est une scène où je plante le décor, où je les fais parler et où je les imagine comme ils sont dans la vie, comme s'ils étaient réellement en train de tweeter ou de faire autre chose. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire, comme tout fait partie de l'histoire. et enfin, j'ai une dernière question parce qu'en fait, moi, j'ai réussi à me procurer votre livre par un moyen détourné au Salon du Livre de Casablanca. Je me demandais si, comme pour Chama Blanca, il y allait avoir une édition française. Est-ce que c'était Oui, prévu? alors c'est une coédition. C'est prévu, d'ailleurs on le voit sur la pochette. Donc La Croisée des Chemins, c'est l'éditeur marocain et Non-Lieu est l'éditeur parisien. Donc ça sort en France avec les éditions Non-Lieu. La sortie officielle est prévue pour le mois de mai. Donc là, ils sont en train de se préparer à ça et voilà, j'espère qu'il sera disponible assez rapidement en France parce que c'est quand même important aussi. Nous aussi, on l'espère. Merci beaucoup.